Donc c'est le sentiment d'absorption. La dissociation, état de dissociation. Je me dissocie donc de ce qu'on appelle, pour pouvoir justement apaiser la personne, donc je dois la dissocier de sa souffrance. Donc je dois lui faire oublier un temps. Je tiens à vous dire, il y a deux types, il y a deux versions de l'hypnose. Il y a l'hypnose où on contourne la souffrance. Là on va mettre dans un endroit qu'elle adore. La personne, c'est-à-dire l'endroit où elle est en son sécurité, etc. Pendant le moment, elle oublie sa douleur, elle oublie peut-être son stress, etc. Mais quand il faut maintenant lui apprendre à contrôler sa souffrance, on lui fait traverser ce qu'on appelle sa souffrance. Ça veut dire quoi? Elle va ressentir à un moment donné, cette personne, une angoisse. Et puis à un moment donné, pourquoi l'angoisse? Parce qu'en état de transe hypnotique, elle va sentir qu'elle doit, elle doit d'ailleurs, comment vous dire, avoir le sentiment de prendre un risque. Et prendre un risque, mes amis, là, c'est là où on assoit des résistances. On ouvre les yeux, parce qu'on ne veut pas sauter, ou bien, comment dirais-je, ou bien on saute. Ça, c'est ce qu'on appelle quand on fait traverser à la tête. C'est un travail assez lent, en tous les cas, il est plus... alors, un travail d'équipe, voilà, c'est pas la peine de il faut des gens pour la spécialité d'un psychologue nutritionnel, et maintenant ils ont intégré l'hypnothérapie. Voilà, et puis une approche centrée sur le patient, l'ontologie, j'allais dire tout ça, l'hypnose doit être centrée sur le patient, alors le travail thérapeutique, je viens vous dire, là, l'entretien préalable, c'est quoi? C'est l'anamnèse. L'entretien préalable, c'est l'anamnèse. C'est à un moment donné, donc, interagir avec la personne. Poser la question, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Et laissez-les parler. Et vous allez voir qu'à un moment donné, il y a quelque chose. Ce que je vais récolter comme information ne m'intéresse pas beaucoup en tant qu'hypnothérapeute. Je veux que l'autre, la patiente et le patient structure sa souffrance. Là, j'allais dire, la domine sait de quoi il s'agit. Et à partir de là, avec justement une méthode, je n'utilise plus de script. Je dis à la personne, je lui donne un exercice. Puisqu'elle connaît le problème, elle est là, elle sent sans ce qu'on appelle ça souffrance, je lui dis tout simplement, écoutez, vous prenez votre douleur là, vous l'avancez doucement jusqu'à votre corps et vous la laissez dissoudre dans votre corps comme un comprimé effervescent qui se dissout dans un verre d'eau. Ça, c'est des techniques. Désolé, je vais un peu vite dans ce qu'on appelle la présentation. Alors, prendre en compte les 3 mois. Ça, je voudrais bien, si je fais ça, rapidement. Alors, les 3 mois, c'est quoi? Il y a le mode mental. Il y a le mode sensoriel, il y a le mode de confusion. Ça veut dire, quand normalement, il fonctionne normalement. Le mode mental, je suis dans l'intelligence, dans le contrôle. Et ça, j'en ai besoin pour justement comprendre les choses. Et à un moment donné, on passe à l'état, ce qu'on appelle sensoriel. Le mode sensoriel, donc du mode mental, le mode sensoriel, il nous faut un mode de confusion. Et ce mode de confusion, par exemple, il est provoqué comment? Tout simplement, imaginez. Il y a madame qui est en train de connecter à mon mental, donc elle est mentalement connectée sur ce que je dis. Si je vous disais, madame, est-ce que vous êtes bien assise? Spontanément, elle m'a dit oui. Et qu'est-ce que j'ai? Je pense que oui. Voilà ce qu'elle a fait. C'est très simple comme exercice. Elle était connectée, elle travaille avec le mode mental. À un moment donné, quand je lui ai posé une question, j'ai provoqué un doute, une incertitude. Elle s'est dit, mais bon, je ne suis pas terrible. Elle dit, ouais, je suis bien comme ça. Puis je lui ai dit, non. Donc, j'ai encore enfoncé le doute. Et pourquoi? Et normalement, qu'est-ce qu'elle dit? Les pieds sont bien sur le sol, probablement mon dos, etc. Ça veut dire que je l'ai déconnecté. J'ai créé une confusion. Et vous savez pourquoi? Je n'ai pas continué dans le processus. C'est tout simplement, elle était concentrée, le monde mental, de l'analyse, etc., pour passer au monde sensoriel, le monde de l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je fais passer la personne de l'état d'être humain à l'état d'être vivant par l'entremise d'un monde au milieu qu'on appelle le monde de confusion. Voilà, j'ai fait ça. Voilà le monde mental, le monde sensoriel, le monde de la sensibilité,
le monde où toutes les représentations sensorielles, qui sont en nombre vont justement se mettre en évidence. Et je vous dis, c'est dans le monde sensoriel qu'il y a la solution pour la personne. Je dis, il y a, si la patiente et le patient qui est en face de moi joue le jeu, on a plus de chances d'accéder à la solution. Docteur, bon, je vais aller... Docteur, vous avez hypnotisé. Vous avez hypnotisé. Il faudra terminer. Je vais m'exprimer quelques minutes. Non, pas là, ce qu'on appelle le versant pour contourner la souffrance et le versant pour traverser, c'est le fameux adage chinois. Il dit tout simplement, au lieu de donner du poisson à manger à quelqu'un qui a faim, et il faut plutôt lui apprendre à pêcher. Donc la deuxième versant, c'est le versant qui est un peu plus, j'allais dire, comment dirais-je, pertinent, mais où on approche plus de la solution. Là, l'hypnose n'est pas un sommeil, désolé, même si le mot grec dit hypnose, c'est l'endormissement, ce n'est pas le sommeil. Et il y a le sommeil paradoxal de Jouvet, c'est lui qui l'a créé, aux années 50. Il disait que c'est là où on a l'erreur. Qu'est-ce qu'il y a entre le sommeil paradoxal et le sommeil et la veille paradoxale? Les deux ont communiqué entre eux. Il a dit, écoute, vous dites que le sommeil paradoxal, c'est quoi? C'est l'atonie posturale, on ne bouge pas quand on fait. Il y a en plus de ça l'activité cérébrale intense par ce qu'on appelle le truchement des glandes oculaires. Donc à partir de là, on dit en hypnose, quand quelqu'un est en hypnose, il est formé l'atonie postulaire et son, d'ailleurs, ce qu'on appelle son blocage, donc il y a une activité. Donc à partir de là, donc l'hypnose, ce qu'on appelle le sommeil, ce n'est pas l'hypnose, d'accord? C'est complètement différent. Ça ressemble, mais en hypnose, on est en hyperactivité, on éveille, on appelle ça. Donc je termine avec ça. Définition de l'hypnose, on dit l'intérieur, ça y est, différents types d'hypnose, puisqu'elle n'a pas été, j'allais dire, ce qu'on appelle elle n'a pas été expliquée l'hypnose. Donc ce qui fait les définitions sont nombreuses. Et là, contrairement à la relaxation, il existe un état d'hyperactivation cérébrale dans le hypnose. Alors en relaxation et sophrologie, non. On est en passivité. Deuxièmement, alors, quand c'est un soin formé en hypnose, alors s'assurer que la démarche s'intègre dans un projet de service, intégrer une coordination de soins, de support, donc appliquer une démarche intégrative, et voilà, et participer à des intervisions quand on est dans un cadre, par exemple, au niveau du CHU, au niveau des services, et quand il y a une équipe pluridisciplinaire, il faut qu'ils travaillent, ils s'échangent. Et il y a aussi la supervision, donc il faut des gens, ce qu'on appelle des hypnothérapeutes, qui sont avérés pour pouvoir justement nous accompagner et maintenir la dynamique des formations. La nature agit sur celui qui accepte de se livrer, la nature agit sur celui qui accepte de se livrer pour le remettre d'aplomb. Ça veut dire il y en a toutes les ressources pour pouvoir s'en sortir, mes amis. Merci beaucoup, docteur. Docteur, par celle-là, et je termine. Apprenez vos théories aussi bien que vous, mais mettez-les de côté quand vous entrez en contact avec le vivant miracle de l'âme et de la lucidité. Merci à vous, c'est très passionnant effectivement, et on est pris par le temps.